Bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent sur Télé Djibouti. Il est 22 heures, l'édition de la soirée. Au sommaire, Sidicha. Le chef de l'État a présidé la deuxième séance des conseils des ministres aujourd'hui au Palais de la République. Le plan de la paix pour Gaza, au cœur des discussions, Égypte reçoit ses homologues grecs et chypriotes. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sous la présidence de son Excellence Ismaël Omar Guelleh. S'est tenue la deuxième séance des conseils des ministres ce mardi 20. Au cours de cette réunion, 5 projets de loi ont été examinés et approuvés, ainsi que des rapports de voyage ministériels ont été évoqués. Je vous propose de suivre le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, ministre des Affaires étrangères. On l'écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 20 janvier 2026, la deuxième séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Première question. Ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles. Projet de loi portant approbation des comptes financiers d'électricité de Djibouti EDD pour l'exercice 2023. Les comptes financiers de l'EDD pour l'exercice 2023 ont été arrêtés en produits à 35 817 311 490 francs Djibouti et en charge à 32 876 926 392 francs Djibouti avec un résultat net excédentaire de 2 990 385 098 francs Djibouti. Deuxième question. Ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Projet de décret relatif aux conditions de recrutement des fonctionnaires. Le présent projet de décret relatif aux conditions de recrutement et de promotion des fonctionnaires de l'État s'inscrit dans le cadre de la réforme et de la modernisation de l'administration publique engagée par la République de Djibouti. Le texte précise les modalités d'accès à la fonction publique, critères de sélection, organisation des concours et encadre les conditions d'avancement et de promotion en garantissant une progression professionnelle fondée sur les compétences, l'expérience et la performance. Troisième question, ministère du Budget. Projet d'arrêté portant attribution à titre onéreux d'une parcelle de terrain au profit de la société Touch Road International Holdings Group. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution au profit de la société Touch Road Holding Group d'une parcelle de terrain d'une superficie de 142 hectares située à Arta au nord-ouest du carrefour d'Arta et de Ouéa. Cette parcelle est destinée à la réalisation d'un complexe immobilier d'envergure comprenant des espaces commerciaux ainsi que des résidences de haute standing s'inscrivant dans une dynamique de valorisation urbaine et de développement économique du secteur concerné. Cette attribution intervient à la suite de la concrétisation de la première phase du projet Smart City développé par l'édit promoteur privé sur la route de Venise avec un investissement de 150 millions de dollars injectés dans notre économie. Fort de cette première expérience, la société Touch Road réalisera une deuxième phase du même projet et s'engage également dans un nouveau cycle d'investissement structurant orienté vers les régions et portant notamment sur la construction d'hôtels, des centres commerciaux et des logements de haut standing. Quatrième question, projet d'arrêté portant fixation du prix des ventes et des viabilisations par mètre carré cessible du lotissement Nassib. Le projet d'arrêté a pour objet de déterminer les prix des ventes ainsi que le coût de viabilisation par mètre carré cessible du lotissement Nassib. À ce titre, l'édit texte fixe les prix du foncier, le coût des travaux, des terrassements et des voiries, les coûts d'adduction, ainsi que le coût du réseau d'électricité. Cinquième question. Projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain sise à Ambouli-Palmeraie au profit de la société Inet Nadif. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution au profit de la société Inet Nadif d'une parcelle de terrain d'une superficie de 6 646 m² sise à Ambouli-Palmeraie. Ladite parcelle est destinée à l'extension
des activités industrielles de la société. Communication. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait un compte-rendu sur sa participation à la 5e réunion consultative sur le renforcement de la coordination des initiatives de paix au Soudan qui s'est tenue le 14 janvier 2026 au Caire. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications a fait un rapport de mission sur le déplacement de la délégation djiboutienne effectuée à Las Anod le 17 janvier 2026. Le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, a fait un rapport de ses missions aux travaux de la 16e Assemblée de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, à Abu Dhabi, et à la 5e édition du Forum sur les minéraux du futur à Riyad, en Arabie Saoudite. Merci. C'était le compte-rendu du ministre des Affaires étrangères. Également, à la une de nos actualités nationales, l'atelier consacré aux nouvelles responsabilités des gestionnaires publics s'est tenu hier à Kempinski Hotel. Il a réuni les membres des juridictions financières, les représentants de l'ASUF, l'association des institutions supérieures, contrôle ayant en commun l'usage du français. Des responsables et des administrateurs publics ainsi que d'éminents experts en finances publiques étaient présents. Animé par M. Gilbert Miller, conseiller fédéraire, magistrat à la Cour des comptes français, spécialiste dans les questions juridictionnelles. Cet atelier a porté sur une problématique majeure du droit public financier contemporain, responsabilité des gestionnaires publics. Il s'inscrit en marge du 4e séminaire professionnel consacré à la modernisation et à la transformation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, dont l'ouverture est prévue le 20 janvier 2026, c'est-à-dire aujourd'hui. Cet atelier intervient à un moment clé marqué par l'engagement des réformes profondes de l'administration et des finances publiques, notamment dans la perspective de la mise en œuvre du budget programme. La participation de responsables de l'administration publique djiboutienne, acteurs centraux de la modernisation de l'action publique, a constitué une contribution significative à la richesse et à la pertinence des échanges. Les travaux qui ont permis de jeter les bases d'un cadre de réflexion collectif axé sur le partage d'expériences et des bonnes pratiques dans une optique de renforcement des contrôles administratifs du contrôle juridictionnel. Cette initiative de la Cour des comptes de Djibouti, dans le cadre de son mandat de présidence de l'ESCAF, traduit concrètement l'engagement constant de la République djiboutienne en faveur de la bonne gouvernance. À ce titre, les réformes des finances publiques engagés par l'État s'inscrivent pleinement dans une dynamique de renforcement de la transparence et d'amélioration de la qualité des gestions publiques conformément aux standards internationaux. Et dans ce contexte, les responsabilités des gestionnaires publics occupent une place centrale. Ceux-ci sont désormais appelés à rendre compte non seulement à la régularité des gestions, mais également aux réformes et efficiences des politiques publiques. À l'heure où le multilatéralisme, pour ce qui concerne les relations entre les États, et l'état de droit, pour ce qui concerne les relations entre l'État et les individus, sont remises en question, à l'heure où de grandes nations fondatrices des Nations Unies s'écartent ostensiblement de ce que nous croyons jusque-là partager indéfectiblement avec elles, il est, je crois, important que les pays et les représentants qui croient plus que jamais que le droit et le respect de l'autre sont à la base de la paix dans le monde, se parlent, se retrouvent et se confortent mutuellement. Voici à présent l'intervention de la directrice des relations internationales et représentante de l'Organisation internationale de la francophonie qui revient sur l'importance d'une coopération et du renforcement des systèmes. On l'écoute. Le séminaire qui s'ouvre aujourd'hui nous réunit à un moment charnière. Les défis auxquels sont confrontées nos institutions rendent plus que jamais leur nécessaire transformation et modernisation afin de permettre à nos institutions de remplir pleinement leur mission au service de l'intérêt général. L'essor de la révolution numérique a profondément modifié et continue de modifier notre manière d'appréhender le contrôle des finances publiques. Pour rester pertinentes, efficaces et efficientes, nos institutions doivent diversifier et moderniser leurs pratiques, notamment en intégrant les technologies numériques tant dans leur fonctionnement que dans leur méthode de travail. Par ailleurs, les différentes crises sécuritaires, économiques et sociales que nous traversons confrontent nos sociétés à des bouleversements profonds qui interrogent le rôle, la place et les responsabilités des institutions publiques et renforcent les attentes des citoyens à leur égard. Permettez-moi tout d'abord de remercier les autorités djiboutiennes.
pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, ainsi que la Cour de compte de Djibouti pour l'organisation de ce séminaire professionnel de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant l'usage du français, pour avoir organisé ce séminaire et d'y avoir associé l'Organisation internationale de la francophonie. Au nom de son Excellence Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale, je souhaite également féliciter Madame Ismaha Ibrahim Mahamoud, première présidente de la Cour des comptes de Djibouti, élue à la présidence du bureau de l'ESCU pour la période 2025-2028. L'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français, ESCUF, a été créée à Paris en 1994 et réunit aujourd'hui une quarantaine d'institutions supérieures de contrôle. La ESCUF fait partie de ce réseau restreint que constituent les 16 réseaux institutionnels de la francophonie, un dispositif cher à l'OIF. Ces 16 réseaux institutionnels fédèrent eux-mêmes près de 600 institutions membres, dont plus de 60 pays de l'espace francophone, dans des secteurs aussi variés que les institutions supérieures de contrôle, mais aussi le droit, la justice, les médias, le droit de l'homme, la médiation et les élections. Voici à présent la présidente des cours des comptes qui aborde les enjeux et des responsabilités des gestionnaires publics dans le renforcement des contrôles des finances publiques. On l'écoute. Ce séminaire est une réponse donc pour nous inscrire dans cette dynamique de transformation de notre environnement global et immédiat à la fois. La force de nos institutions réside en sa capacité d'être proactive, d'être un espace de réflexion, de coopération internationale et d'échange d'expériences, de bonnes pratiques à travers des défis qui nous sont communs. Ce séminaire d'aujourd'hui s'inscrit donc dans cette logique de développement des capacités durables de nos institutions, qu'elles soient professionnelles, institutionnelles ou organisationnelles. Les résultats de cette réflexion commune et les orientations que nous arrêterons à l'issue de nos échanges resteront de feuilles de route pour enrichir le développement de nos institutions de part et d'autre. Excellences, Monsieur le Ministre, avec votre permission, je remercie l'ensemble des délégations et plus particulièrement les chefs d'institutions supérieures de contrôle des finances publiques qui ont répondu à notre invitation et dont la présence à Djibouti rehausse la qualité des échanges dans le cadre de ces séminaires. Mes remerciements s'adressent également à la Cour des comptes de France, secrétaire général permanent de notre association qui ne ménage aucun effort pour porter les valeurs de la SCOUF, celle de la francophonie, mais également pour son appui inestimable dans le cadre de la préparation de ces séminaires. Ainsi que le ministre de la Justice qui a mis l'accent sur le rôle des cadres juridiques et des réformes législatives dans le renforcement des responsabilités des gestionnaires publics. Écoutons à présent le discours du ministre de la Justice à cet atelier. Permettez-moi d'abord de vous remercier chaleureusement et de souhaiter la bienvenue à un agréable séjour aux délégations de l'Association des institutions de contrôle supérieurs francophones et des pays amis venus partager avec nous leur expertise et leurs bonnes pratiques. Il m'est choix de prononcer le mot d'ouverture de cet important séminaire sur la transformation et la modernisation des institutions supérieures de contrôle organisé conjointement par l'Association des institutions supérieures de contrôle francophones, la SCUF, et la Cour de compte de Djibouti notamment, qui depuis une décennie ne ménage aucun effort pour renforcer et moderniser le système de contrôle des finances, un engagement qui doit être salué et encouragé. Mesdames et Messieurs, sous l'impulsion du Président de la République, Son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, le gouvernement de Djibouti a depuis plusieurs années lancé de nombreuses transformations et des initiatives visant à mettre en place un cadre institutionnel et normatif facilitant cette transformation numérique de différents acteurs de développement, qu'il s'agisse d'acteurs publics ou du secteur privé. C'est dans cette optique qu'a été créé au sein du gouvernement un département dédié exclusivement à l'économie numérique et à l'innovation, que l'Agence nationale de la sécurité informatique
de l'État et l'Université de Djibouti travaillent sur le développement de l'intelligence artificielle, une technologie qui, si elle est utilisée à bon escient, peut être un levier majeur de développement durable, et que le gouvernement a aussi récemment adopté un code numérique pour réguler les différents aspects de la transformation numérique dans notre société. Je dis donc que le ministère de la Justice n'en est pas en reste. Le plan d'action de 2025-2030 du développement durable comporte un axe dédié à la digitalisation du secteur de la justice, et l'un des objectifs du dit axe est justement de dématérialiser les procédures judiciaires et décisions de justice. Vous serez d'accord avec moi pour dire que le numérique offre des opportunités considérables pour le système judiciaire. Il peut être un outil essentiel pour améliorer l'accès à la justice, régler un certain nombre de dysfonctionnements comme la lenteur dans le traitement des affaires ou la faiblesse des données statistiques fiables. Et climat à présent, suite au lancement du forum sur l'adaptation du climat présidé par son Excellence Ismail Omar Guelleh hier. C'est tenu aujourd'hui un forum international de panélistes pour l'adaptation au changement climatique ICAF 2026 organisé par la première alliance doctorale. Ce forum qui vise à mobiliser l'ensemble des acteurs engagés dans la recherche des solutions efficaces, inclusives, fondées sur la connaissance et pour faire face aux défis climatiques. L'événement qui a réuni des partenaires de la société civile, l'organisation internationale, des jeunes scientifiques, des chercheurs, décideurs autour de 3 axes principaux: la gouvernance de l'adaptation, des stratégies de solutions innovantes, le renforcement des capacités par la recherche et l'innovation. La République de Djibouti, sous le leadership de son Excellence Ismail Omar Guelleh, a déjà engagé plusieurs projets, notamment dans la recherche scientifique sur le changement climatique, la promotion des énergies propres et le soutien à l'innovation. En effet, donc, dans la continuité de ce lancement d'atelier, ces panélistes qui s'est tenu aujourd'hui, atelier qui a permis d'échanger sur les stratégies participatives d'adaptation, en particulier dans les zones d'innovation et l'adaptation prioritaire conçue pour renforcer la résilience des socio-écosystèmes en Afrique. Et l'initiative qui implique activement des acteurs locaux, les jeunes chercheurs, afin de développer des solutions anticipatives adaptées aux réalités locales, fondées sur le rôle de Djibouti comme un régional pour l'adaptation du climat, du changement du climat. Nous allons à Djihil. Cette fois-ci, le ministre de l'Intérieur, Sirine Hassan, a effectué une vaste tournée dans la sous-région. Cette visite qui a débuté par la localité de Daouf Daya, puis de Sankal, dans la sous-préfecture d'Asila. De retour à Djikil, le ministre a inspecté les différentes casernes militaires, les services de police ainsi que les nouvelles casernes de protection civile en présence des officiers supérieurs. Par la suite, le ministre de l'Intérieur a tenu une réunion avec les OCAL et les sages de l'ensemble de la région, en présence du préfet de Djikil, Abdi Hassan, ainsi que du vice-président du conseil régional, du directeur de la population, ainsi que les responsabilités administratives et militaires de la région. Au cours de cette rencontre, les sages et OCAL de Djikil ont échangé avec le ministre sur les solutions des populations locales, l'unité régionale et les défis à relever afin d'améliorer les conditions de vie. Ils ont exprimé, lors de cette journée de rencontre, leur reconnaissance au ministre et à la délégation qui l'accompagnait, ainsi être venu constater de près et de visu la réalité vécue par les habitants de la région. Les participants ont également donc présenté des doléances dans le souci d'améliorer les conditions de vie et de discuter des perspectives de développement de la région. Et pour sa part, le ministre a remercié les OCAL et les sages et a pris bonne note des préoccupations soulevées, ainsi s'engageant à examiner des solutions appropriées. Et lors de cette journée de rencontre, le ministre a déclaré, je cite, soulignant ainsi l'importance de sa tournée dans les différentes sous-régions qui s'inscrit dans la volonté d'écoute et de réponse aux préoccupations quotidiennes des citoyens, notamment sur des sujets sensibles tels que l'accès aux pièces d'identité et la création d'emplois. Concernant les difficultés rencontrées pour l'obtention des papiers d'identité, le ministre a reconnu que le système numérique avait pu générer quelques retards. Ce nouveau système ne doit pas devenir un obstacle pour les usagers, a-t-il affirmé, ajoutant « Nous sommes en train d'y remédier et de faciliter ainsi les
démarche pour tous. Pour illustrer donc cette démarche, il était accompagné du directeur chargé de ces questions afin de constater les difficultés de décentraliser les services pour mieux répondre aux besoins. Sur le plan de l'emploi également, il a insisté que le rôle essentiel de la carte, si les recrutements massifs se concentrent encore dans l'armée et la police, il a annoncé la mise en place d'un prochain quota régionaux favorisant ainsi une répartition plus équitable et des opportunités plus équilibrées. Abordant donc la pénurie d'eau à Dodoya, Cyril Hassan a indiqué avoir transmis les informations au ministère concerné déjà engagé dans des études de faisabilité. En attendant donc les conclusions, nous travaillons à des solutions temporaires, a-t-il ajouté. À travers ces annonces, le ministre de l'Intérieur réaffirme sa volonté d'agir en lien direct avec les attentes de la population en combinant présence sur le terrain, écoute et engagement concret. Social, à présent, le lancement de la deuxième cohorte du programme d'insertion socio-économique des jeunes filles de Belaoussa. Sous l'égide de la ministre de la Jeunesse et de la Culture et de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a officiellement lancé la deuxième phase du cohorte du programme d'insertion socio-économique des jeunes filles de la commune de Belaoussa lors de cette cérémonie organisée dimanche à l'UNFD. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de Madame la ministre, Dr Youm Assoui, ainsi que du secrétaire général de la secrétaire générale de l'UNFD, du président du conseil régional, des représentants des institutions publiques, des partenaires ainsi que des parents et des jeunes bénéficiaires du programme. Cette initiative qui illustre l'engagement constant du gouvernement en faveur de l'insertion socio-économique des jeunes filles et de la promotion de l'égalité des chances. Elle constitue une étape majeure dans le renforcement des capacités des jeunes filles économiquement vulnérables de la commune de Belaoussa. Cette cérémonie a été marquée ainsi par la lecture de Saint-Coran, de l'exécution de l'hymne national, la projection d'une vidéo sur les réalisations de la première phase du programme ainsi que des allocutions officielles. Et lors d'une allocution officielle, la ministre a rappelé que ce programme s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui place la jeunesse au cœur de ses priorités nationales. Je vous propose à présent de suivre l'intervention de la ministre au cours de cette journée. C'est avec beaucoup d'honneur et de plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel de la deuxième cohorte du programme d'insertion socio-économique des jeunes filles de la commune de Belaoussa. Je tiens en premier lieu à saluer la présence de Madame la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, des autorités de la commune, des responsables de CDC, des annexes, des comités de quartier, des femmes et jeunes forces vives dont la collaboration constante joue un rôle déterminant dans la réussite des programmes du ministère. Mesdames et messieurs, le programme qui nous réunit ce matin s'inscrit pleinement dans la politique nationale de la jeunesse et de la culture, telle qu'est définie par la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui place la jeunesse et l'insertion socio-économique de jeunes au cœur de priorités nationales. Dans un contexte continental marqué par la vulnérabilité économique des jeunes, ce programme porté par le MJC en étroit partenariat avec l'UNFD constitue une réponse inclusive souhaitant agir au plus près du quartier de la commune de Belaoussa. À travers cette initiative phare, le gouvernement réaffirme son engagement à offrir aux jeunes filles des opportunités concrètes, des formations de proximité, d'acquisition des compétences professionnelles, d'équipement et d'accès à l'auto-entrepreneuriat et vise les développements du secteur privé. Il s'agit non seulement de renforcer l'autonomie économique de jeunes filles, mais aussi de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la vie sociale et citoyenne de la nation. Par ailleurs, ce programme s'appuie sur les complexes sportifs, de loisirs et des formations pour les femmes, qui constituent un véritable complexe de formation de proximité de la commune de Belaoussa. Fort de ces résultats encourageants, nous procédons aujourd'hui au lancement de la deuxième cohorte, composée de 105 jeunes filles âgées de 18 à 35 ans, issues de la commune de Belaoussa et se trouvant en situation de vulnérabilité socio-économique. Un programme de formation et d'obtention du permis de conduire au profit des 50 jeunes garçons de la commune de Belaoussa dans une perspective d'insertion professionnelle durable. Je remercie très chaleureusement l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour son accueil convivial. Je tiens à transmettre à la présidente de l'UNFD et première dame, Roya Khadra Mahamoud Haïd,
mes plus chaleureuses salutations. Je remercie son appui constant pour que les femmes et les jeunes soient engagés dans le développement sociétal du pays. Diplomatie à présent, une cérémonie solennelle au Palais Royal d'Istana Ankara. La cérémonie de présentation de lettres de créance de M. Ibrahim Bile Douali, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Djibouti auprès de la Malaisie, avec résidence à Tokyo, s'est déroulée aujourd'hui, mardi 20 janvier, au Palais Royal Istana Ankara à Kuala Lumpur. Reçu en audience solennelle par Ibrahim Bile Douali, a remis ses lettres de créance à Sa Majesté Ibrahim Sultan Roi de Malaisie, conformément aux usages traditionnels protocolaires en vigueur. Cette cérémonie qui a été marquée par le début officiel de sa mission diplomatique en qualité de représentant de la République Djibouti auprès de la Malaisie. À cette occasion, M. Ibrahim Bile Douali a transmis à Sa Majesté le Roi les salutations les plus respectueuses et les vœux cordiaux de son Excellence Ismail Omar Guelleh, président de la République Djibouti, ainsi que les assurances de haute considération au gouvernement et au peuple djiboutien à l'endroit de Sa Majesté du Malaisie. En retour, Sa Majesté a chargé l'ambassadeur de transmettre au président de la République ainsi qu'au gouvernement et au peuple djiboutien ses salutations amicales et ses vœux de prospérité et de succès, tout en réaffirmant son attachement au maintien et au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Malaisie et la République Djibouti. La tenue de cette cérémonie dans le cadre solennel d'Istana Ankara illustre l'importance accordée à la République Djibouti et la Malaisie dans la consolidation de leurs relations diplomatiques au renforcement des liens d'amitié entre les deux nations. Ont assisté à cette cérémonie Datuk Seri Mohamed Hassan, ministre malaisien des Affaires étrangères, ainsi que M. Datuk Seri Arman, secrétaire général auprès du ministère des Affaires étrangères malaisien. Et dans un communiqué, à présent, la Caisse nationale de la sécurité sociale informe l'ensemble des militaires que de leur ayant droit, suite au décret 2026, lui confiant la gestion de leur couverture en matière de soins, de santé, de la continuité des prestations est pleinement assurée. La CNSS tient également à rassurer les assurés concernant les modalités d'accès aux soins à l'hôpital militaire restés inchangées. La prise en charge des prestations de santé se poursuit dans les mêmes conditions, sans interruption ni remise en cause. Dans le cadre de cette phase de transmission des militaires et leurs ayants droit peuvent également accéder au centre de soins de la CNSS où ils bénéficieront des consultations médicales et de la délivrance de médicaments conformément aux dispositifs en vigueur. Il a également rappelé, ce communiqué indique également aux assurés de se munir des documents administratifs attestant de leur affiliation à la caisse militaire nécessaire pour garantir les notifications et la continuité de leurs droits pendant cette période. La Caisse nationale de la sécurité sociale précise également qu'il s'agit d'un simple transfert de gestion vers une nouvelle caisse sans aucune modification ni restriction des droits aux prestations de soins, lesquels sont intégralement maintenus. Également de l'actualité nationale, le centre de mécanique auto de la maintenance de la direction générale de la police nationale a abrité une cérémonie de remise de matériel octroyée par l'armée allemande. L'événement, qui s'est déroulé en présence du directeur général des forces de la police nationale djiboutienne, le colonel Abdelrahman Al-Kahin, de l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne, Dr. Heck Führer, de l'attaché de défense auprès de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, ainsi que l'officier de liaison de la coopération allemande au sein des forces de la police djiboutienne, ainsi que de nombreux officiers allemands et djiboutiens présents à cette cérémonie de remise. Cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de redynamisation de la coopération avec l'armée allemande qui a appris que le gouvernement djiboutien constitue un don d'équipement destiné à la fanfare musicale. Également, cette journée s'est clôturée par une ambiance festive et conviviale et un déjeuner offert par la direction générale de la police nationale, marquant ainsi la solidité des liens de relations des deux institutions des deux pays.
s'agit d'une coopération marquée par l'estime et la confiance mutuelle, qui s'est développée au fil des nombreuses années. Et cette confiance a également survécu aux périodes où il n'y avait pas de projet concret de coopération. La coopération concrète dans le cadre du projet a pris fin en 2013. Elle a été relancée en 2024 avec la participation de soldats de la Bundeswehr présents à Djibouti dans le cadre de l'opération européenne défensive Aspides visant à rétablir la sécurité en mer Rouge. Je suis très reconnaissante de cette fenêtre politique de soit ouverte pour une nouvelle coopération concrète dans le cadre du projet désormais mise en place entre ces deux partenaires, la Bundeswehr et la police nationale de Djibouti. Ceci constitue également un fondement solide des relations amicales entre l'Allemagne et Djibouti. Mais même les projets les mieux planifiés ne peuvent vraiment aboutir que si les partenaires qui s'y participent s'y engagent pleinement à titre personnel. Et voici le directeur général de la police nationale qui réitère l'excellente relation qui lie nos deux pays. On l'écoute. Aujourd'hui, c'est pour moi un immense honneur et un réel plaisir de prendre la parole devant vous. Ce moment n'est pas qu'une simple remise de matériel. Il est le symbole d'un long partenariat renouvelé, fondé sur la confiance mutuelle et une vision partagée entre la force djiboutienne et la Bundeswehr. Le don que nous recevons aujourd'hui, composé de véhicules d'intervention et de matériel de maintenance, contribuera à renforcer nos capacités opérationnelles sur le terrain. L'expertise allemande, reconnue mondialement pour sa rigueur et son innovation, est pour nous un atout précieux. Au-delà des équipements, c'est aussi le transfert de compétences et les formations spécialisées qui permettront à nos unités de répondre avec plus d'efficacité aux défis sécuritaires de la région. Premier partenaire de la force de police djiboutienne après le gouvernement djiboutien, la coopération de l'armée allemande s'est illustrée par son efficacité et son appui dans plusieurs domaines clés pour notre institution. Commencée en 1981, cette coopération est redynamisée depuis 2024, après une interruption en 2013. Au cours de cette longue période de coopération, plus de 130 policiers djiboutiens ont bénéficié d'une formation en Allemagne. Aujourd'hui, le projet s'est étoffé et a pris une autre dimension avec notamment la modernisation des centres de transmission, le renforcement des moyens opérationnels, la réhabilitation de l'atelier de réparation, la rénovation du centre de mécanique auto et de maintenance, la fourniture de matériel de pointe pour l'hôpital de la police, la construction de grandes infrastructures immobilières à l'académie de police, à l'hôpital, mais aussi à la direction générale de la police. Un d'autres documents destinés aux fanfares de la police. Avec le soutien indéfectible du chef de l'État et de la coopération allemande, la force de police djiboutienne s'inscrit désormais dans une dynamique de modernisation profonde de ses moyens. Nous passons aux nouvelles hors du pays. Le plan de paix pour Gaza au cœur des discussions
tripartite au Caire. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel-Lati, a reçu dimanche dernier au Caire ses homologues grecs ainsi que chypriotes. Les discussions qui ont principalement porté sur la situation de la bande de Gaza et la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de paix proposé par le président américain Donald Trump. L'Égypte réaffirme son soutien à la création d'un conseil de paix partenaire principal ainsi que beaucoup d'engagements chargé de superviser les prochaines étapes. Le ministre a également évoqué les enjeux de stabilité en mer orientale, la coopération énergétique ainsi que les situations en Libye, en Syrie, en Iran et en Somalie. La Grèce et Chypre ont réaffirmé avoir reçu une invitation pour rejoindre le Conseil de paix actuellement à l'étude par les pays. Et nous terminons avec le retour triomphal des Lions de Tauranga à Dakar. Les Lions de Tauranga, champions d'Afrique, sont rentrés hier soir à Dakar avec un accueil triomphal. Le président de la République et une foule immense les ont salués à leur arrivée à l'aéroport international, célébrant ainsi leur parcours historique pour la Coupe d'Afrique des Nations disputée au Maroc. Tout au long de cette compétition, ils ont ramené la coupe et rendu au peuple sénégalais une fierté nationale. Ils ont joué un football magnifique avec un fair play exemplaire avec une conduite exemplaire en dehors du terrain. Et depuis la finale, le pays vit au rythme de cette victoire. Là, les supporters ont attendu des heures à l'aéroport pour voir approcher, parfois toucher les héros du football sénégalais. Ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Téléjoutier pour les infos.